Dans un environnement plein de changements pour les entreprises traditionnelles, les startups font office de modèles d'inspiration pour la transformation digitale. Un sujet qui va nous être exposé par Cécile Grand, directrice générale adjointe d'Hopscotch Paris, que nous remercions d'ailleurs pour son soutien constant au Hub Forum, et Alexandre Pachulski, Chief Product Officer et co-founder chez Talentsoft, un panel animé par Vincent Ducret. On est très heureux de vous avoir dans cette dernière ligne droite. On remercie le public fidèle qui nous suit, qui nous accompagne. L'idée là, c'est vraiment intéressant parce que on va traiter de deux sujets. Un sujet qui est vraiment lié à la transformation du travail, parce que nous, on bosse un peu au Institut Future of Work. Et puis du coup, comment on avance en tant que start-up et comment on participe à la transformation effectivement du travail. Donc la première chose, effectivement, Alexandre, donc tu es cofondateur de Talentsoft. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'entreprise et puis du coup, essayer de débattre sur le thème, c'est quoi être une start-up aujourd'hui dans un secteur comme le tien? Alors Talentsoft, en deux mots, c'est un éditeur logiciel de gestion des talents. On est environ aujourd'hui 300 collaborateurs. On est leader en Europe. On est dans un peu plus de 10 pays. Et ce que j'ai envie de dire finalement, c'est qu'on est toujours une start-up. Parce qu'en fait, être une start-up, c'est d'abord avoir envie de défendre une cause. C'est d'avoir une vision, d'avoir envie de changer les choses sur un marché, dans une façon de faire. Et nous, on a eu envie un peu de bouleverser le marché de l'emploi. On avait envie de faire en sorte que les candidats trouvent le job de leurs rêves, que les collaborateurs puissent vraiment s'épanouir dans l'entreprise. Et c'est ce qui nous a vraiment guidés quand on est parti de rien avec mes deux associés. C'est aussi être une start-up, c'est aussi être digital, par essence, quel que soit son métier. Puisqu'en fait, dans la relation qu'on a avec son client, on est en permanence en contact avec les quelques early adopters qui nous font confiance. On vit littéralement pour le client, on vivra ou on mourra d'ailleurs à cause ou grâce à ce client. Donc il faut être à l'écoute, collecter des données, être très humble, être capable de pivoter et de changer finalement l'usage de son produit quand on se rend compte qu'il n'est pas utilisé comme on pensait. Et donc il ne faut pas tomber amoureux de son produit, il faut être à l'écoute des clients totalement et aller très vite. Et là-dessus, inutile de dire qu'être une start-up, c'est manager les besoins clients, pas manager les égos. Parce que si on a envie d'aller vite, il faut se concentrer uniquement sur la satisfaction des clients, la création de valeur. Et il faut prendre des risques dans le recrutement, dans la gestion des talents. Il faut être capable de confier la gestion d'une équipe de 10 personnes à un gamin de 25 ans, mais juste parce qu'il peut le faire, parce que dans une start-up, le pouvoir, il se prend, il ne se donne pas. On fait les choses parce qu'on peut les faire, pas parce qu'on est désigné. Et en fait, être une start-up, c'est comme être jeune, c'est dans la tête. C'est pour ça que je dis que Talentsoft est toujours une start-up, parce que si on a l'ADN, la posture, l'envie de réinventer le rapport au travail, comme tu le disais, réinventer le rapport au client, réinventer le business, alors on est une start-up. Cécile, c'est inspirationnel du coup pour les grands groupes, j'imagine, de se projeter justement dans cette attitude, dans cette posture de nous aussi on peut être start-up, comment on fait pour essayer de casser les silos, de faire du lean management et de gagner en souplesse et en agilité. Oui, effectivement, chez Hopscotch, on travaille avec Talentsoft, donc on est très content parce qu'on se challenge chaque jour avec eux, justement dans ce mode start-up. Je pense qu'il est important pour nos clients qui sont grands comptes et pour nous-mêmes qui sommes une grande agence, puisqu'on est à peu près, un peu plus de 500 personnes à une même adresse désormais, rue Notre-Dame-des-Victoires, voilà, avec toutes les expertises du groupe, sans cesse se re-challenger, imaginer des solutions pour nos clients qui sont sur mesure. Les RP, c'est quelque chose qui est particulier en fait dans la communication des startups parce que c'est pas une technique qui n'est pas choisie pour des raisons budgétaires, ce qu'on pourrait penser au regard de tout ce qui a été dit aujourd'hui. On a quand même beaucoup parlé de paid et nous on vient du earned. Désormais, en fait, les RP sont les codes de communication de ces entreprises qui intègrent directement le numérique, directement des organisations beaucoup plus plates, et ça a un impact sur nous, sur notre mode de fonctionnement, notre mode de management de nos équipes et de nos expertises. Donc c'est très inspirant en fait. Ce qui compte, c'est ça, c'est un peu le thème des 2 jours, Disrupt or be disrupted. Qu'est-ce que ça t'inspire? Cette idée effectivement qu'il faut avancer, il faut réfléchir à se disrupter, c'est un peu le message que vous cherchez à pousser, quoi.
Oui, complètement, parce qu'en fait, c'est pas une option de disrupter. Pour moi, disrupter, ça n'est pas rompre, c'est réparer. C'est réparer quelque chose qui est cassé entre des comportements de clients, de consommateurs, nos comportements, et les pratiques des entreprises. Et en fait, si je prends un exemple très concret, moi je travaille dans la RH, à un moment donné, ça m'a semblé absurde de voir que finalement les recruteurs se retrouvaient souvent très isolés à essayer de retrouver sur le web des profils avec lesquels ils n'étaient pas forcément en contact, et dans le même temps, les collaborateurs, eux, sont plus en contact, ont des réseaux plus gros qu'ils n'ont jamais eu, et ils connaissent probablement les gens qu'on recherche dans l'entreprise. Mais il y avait une sorte de rupture, pour le coup, de communication entre des recruteurs qui estimaient que c'était leur métier et qui n'impliquaient pas forcément suffisamment les collaborateurs, et ces collaborateurs. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de réparer cette rupture. Donc par exemple, chez Talentsoft, on a en gros 35% des effectifs qui sont consacrés à la R&D. C'est en product lines. C'est des ratios de start-up, ça. C'est des ratios. C'est exactement. C'est pour ça que je dis, on peut continuer d'être une start-up même en grandissant, parce qu'ils sont autonomes. Donc il y a vraiment chaque product line, c'est une start-up dans l'entreprise. Et en l'espace de 2 ans, ils ont développé un nouvel outil qui s'appelle Hello Talent, qui vise à justement réparer ce gap et à sourcer de façon collaborative. Et donc un RH va inviter un développeur informatique dans sa communauté pour qu'il puisse engager la conversation avec des pairs sur GitHub, sur Stack Overflow, et attirer finalement l'attention de gens qui n'auraient pas forcément été intéressés par l'offre. Donc là, typiquement, on est sur une réparation. Et donc la disruption, en fait, elle est indispensable. Il faut être sous tension en permanence. En fait, il ne faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Il faut toujours se demander, est-ce que finalement les pratiques que je pousse dans mon entreprise sont celles qui correspondent à la vie de tous les jours? Cécile, du coup, c'est intéressant parce que sur le modèle agence, du coup, ça pousse aussi à réfléchir aux newbies, à la réorganisation, ce côté, on l'évoquait un peu ce matin, tu as écouté ouais, avec Vivendi, qu'est-ce que ça t'a donné comme idée, effectivement? C'est vrai que voilà, se dire que la somme des business units doit être supérieure à l'ensemble, c'est un peu ce qui nous guide. Et le fait de travailler en mode start-up, ça veut dire justement être tout le temps en mode warrior, toujours organiser des équipes sur mesure. Et finalement, c'est une logique business. Ça fait du sens pour les startups parce que les RP ont un ROI. C'est quand même des entreprises pour lesquelles le ROI est très 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 important. On en parlait hier, il y avait un atelier sur la communication des startups et tout le monde est venu nous voir en nous disant, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette logique de ROI, la capacité que vous avez à nous accompagner sur des résultats tout de suite, parce que c'est cette culture du numérique, cette culture de l'agilité que nous, on peut suivre. Mais en même temps, ça fait du sens du point de vue business pour nos clients et pour nous. Du coup, en gros, c'est quoi les KPI que tu vois ou les proof points qui te permettent de juger de l'avancée d'une transformation dans les RH? En fait, c'est assez simple. Il y a tout un ensemble de marqueurs. Pour moi, un des grands marqueurs, c'est pousser le modèle de la collaboration plutôt que de la compétition. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une start-up, elle n'a pas de trésor de guerre sur lequel se reposer. Donc, en gros, ça ne sert à rien de se battre pour essayer de dérober le trésor. Le trésor, il faut le constituer ensemble. Donc un des marqueurs extrêmement clairs, c'est est-ce qu'on est dans une entreprise où en gros les gens sont vraiment en compétition les uns par rapport aux autres pour essayer de gagner quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, ils sont capables de collaborer en comprenant que même individuellement, ils y gagneront. Alors ça, c'est un des problèmes justement. Moi, toute la journée, j'ai entendu des grandes entreprises qui parlaient de transfo digital. Moi, il me semble que l'un des problèmes, quand on veut s'inspirer des startups, c'est prendre conscience de ses propres freins. Et en fait, l'un des freins, c'est la peur de ce qu'on a à perdre, sa capacité à prendre des risques. Alors que, en gros, moi, je suis convaincu que le risque, c'est de ne plus en prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager qui s'est battu toute sa carrière pour devenir manager, qui a été promu, et donc il est en capacité de dicter ses ordres à ses subordonnés. Quand on lui dit on va aplatir l'organisation et maintenant les gens qui ont les capacités de décider, ils vont le faire parce qu'ils peuvent le faire, il ne prend pas forcément ça comme une bonne nouvelle. Il ne faut pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc dans cette optique-là, la capacité rien que pour un individu de perdre ce qu'il a mis longtemps à acquérir, et sans parler d'une entreprise perdre vis-à-vis de l'actionnariat parce qu'elle va dépenser de l'argent au début, peut-être qu'elle va en perdre pour justement arriver à disrupter,
c'est très compliqué. Et en même temps, quand je parlais du monde des bisounours, nous, on a été classé dans le top 100 digital comme la deuxième plus forte croissance chez les éditeurs derrière Criteo. Donc, au moins, quand je dis ça, ça veut dire que le modèle, il fonctionne. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre comme grosse tendance? Qu'est-ce que vous allez suivre comme grande tendance sur 2016 que vous recommandez à notre audience de suivre? Moi, je pense que l'un des points clés, comme je le disais, sur le secteur du recrutement, c'est vraiment, finalement, nous, on a appelé ça le crowd-driven talent management, c'est-à-dire on surfe sur le crowdsourcing et on met tout le monde en contributeur dans le processus RH. Donc, du point de vue RH, c'est pas tous RH, c'est pas vrai. Mais c'est tous introducers du point de vue du recrutement. C'est tous contributeurs au processus d'évaluation avec les social feedback. Tout le monde est en capacité d'apprendre quelque chose à tout le monde. Donc du point de vue de la RH, il y a vraiment ce crowdsourcing en entreprise qu'on peut complètement encapsuler dans les processus RH, ça c'est une chose. Et puis de façon évidente, même si encore une fois j'apprendrai rien aux gens ici, c'est l'usage de la data. J'ai adoré ce matin quand la personne disait les nouveaux entrants sur le métier de l'assurance, ils viennent de la data et de la techno. Donc aujourd'hui, penser qu'on va arriver à satisfaire ses collaborateurs sans les connaître, sincèrement, c'est quasiment absurde. Donc on doit vraiment les écouter, savoir eux aussi à quoi ils aspirent, vers quoi ils tendent, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs compétences, est-ce qu'ils ont un potentiel, est-ce qu'on peut les développer. Donc finalement, moi, l'une des grandes tendances que je vois, c'est de ne pas s'appuyer sur des logiques de stock, mais vraiment de flux et se dire, si on est dans cette logique de coopération avec des gens qui ont envie de défendre une cause et qui trouvent un sens à ce qu'ils font, c'est certain qu'on renouvellera le rapport au business et ainsi de suite. Et donc, on arrivera vraiment à se transformer. Cécile, le mot de la fin. Eh oui. Eh oui. Eh ben, Bien, je sais pas. Les grandes tendances que vous allez suivre, est-ce que ces modèles justement de suivi un peu de KPI où tout le monde participe au recrutement à haute, est-ce que c'est des côtés agences? Est-ce que ça pousse du coup des réflexions aussi dans des agences, si tu veux? Est-ce que tout le monde participe au développement en fait, quelque part? Nous, on a une organisation, comme je l'évoquais, très transversale, où on fait en sorte d'avoir des équipes qui rassemblent plusieurs expertises. Il y a des gens de l'événement, des gens de la créa, des gens des RP. Le tout, c'est vraiment d'être dans des logiques sur mesure le plus possible avec nos clients, à un moment où la relation compte plus que la puissance, l'audience au sens large. On est plutôt dans du marketing d'audience. Et nos consultants et nos équipes internes, tout comme nos clients, c'est à chaque fois une relation sur mesure. Super. Cécile, Alexandre, merci beaucoup. Merci.